Bonjour à tous. J'espère que tout le monde m'entend. A priori, oui, je m'entends bien en écho, c'est assez déstabilisant. Merci d'être aussi nombreux pour cette séance autour de Microsoft. Donc, vous avez écouté mon collègue Julien Lépine un peu avant, pour certains d'entre vous. Pour les autres, nous, on va parler plus d'un sujet qui est un peu prétentieux quand j'ai lu le slide au début, qui s'appelle Microsoft sur AWS, une évidence. Donc, on va parcourir ensemble un agenda qui est celui-là. C'est pas si prétentieux que ça le titre, et on va essayer de le découvrir un peu plus en profondeur ensemble. Pourquoi Microsoft sur AWS? On va ensuite essayer de voir quelques services AWS pour Windows aujourd'hui, qui sont disponibles pour vos workloads et pour que vous puissiez déployer plus efficacement et plus facilement sur le cloud. Mais on va aussi voir la migration des applications, donc de certaines applications Microsoft vers AWS. Et pour finir, on va parler de la gestion des licences, qui est un sujet clé quand on parle d'applications entreprises type Microsoft ou d'autres comme SAP ou Oracle. Donc encore merci d'être là. Je sais qu'il y avait plein de choix et de sélections sur ce créneau-là. Vous avez fait le choix de comprendre un peu pourquoi on dit Microsoft sur AWS, une évidence. Donc merci beaucoup de votre curiosité. Donc si mon slide le veut bien, Microsoft sur AWS, c'est une histoire qui a commencé il y a 10 ans. C'est une histoire qui a commencé en octobre 2008 avec la bêta donc, de Windows Server et de SQL sur ce qu'on appelle chez nous les EC2, donc c'est des machines virtuelles, donc c'est des instances. Et donc cette bêta a été lancée exactement, si ma mémoire est bonne, le 23 octobre 2008. Donc c'est une vieille histoire, c'est une histoire pendant laquelle on a accompagné beaucoup de clients de toute taille, même si là on parle des entreprises et des grands comptes, mais on a accompagné beaucoup de clients de toute taille à migrer leurs applications, leurs data centers et leurs workloads d'une manière générale, pour ne pas dire plateforme, dans le cloud. Cette étude montre en gros qu'il y a 400% de croissance qui a été constatée en 2015 et 2018 des entreprises grands comptes qui ont migré donc des workloads Windows Server sur Amazon Elastic Compute Cloud, qui est l'équivalent des EC2, encore une fois, machines virtuelles, pour que le vocabulaire soit simple tout à l'heure, si j'utilise EC2 à plusieurs reprises. Dans ces grands comptes, on a des clients comme Coca-Cola, Siemens, Veolia, qui nous ont fait confiance pour mettre leur application critique Windows sur le cloud AWS et qui sont très satisfaits aujourd'hui des performances et des réductions de coûts qu'ils ont réussi à obtenir en migrant sur nos plateformes. Quand on parle de migration, on va en parler un peu plus tard, mais c'est tout un chemin pour atteindre des objectifs de réduction de coûts importants et qui commencent à être visibles par la partie financière au sein d'une entreprise, mais on réalise des économies quasiment tout de suite. Ce qui est important à voir, cette courbe-là, au début, elle m'a un peu impressionné moi-même, parce que je me suis rendu compte à quel point on a de services sur la plateforme. On a aujourd'hui une trentaine de services, c'est mes enfants qui ont compté les petits points. On a une trentaine de services et de fonctions qui ont été lancés en 2008 et 2016, et aujourd'hui, autour des workloads Microsoft. Ce qui est vraiment important à retenir, c'est cette innovation-là, on l'a faite à travers vous, on l'a faite à travers vos feedbacks, parce qu'aujourd'hui, chez Amazon, 95% de notre roadmap est vraiment basé sur vos feedbacks. C'est collecté par nos équipes, par mes équipes, par moi-même, que j'ai oublié de présenter tout à l'heure de manière très rustre. Donc, je suis Ismaël Touré, je suis Solution Architect Manager chez Amazon Web Services, et ça fait 1 an et demi que je partage cette aventure-là avec vous et avec mes collègues pour vous aider à transformer vos applications. Donc, c'est vraiment toutes ces années-là, ces 10 ans qui ont été célébrés l'année dernière, pendant lesquels on vous accompagne et on s'appuie sur vos besoins pour essayer de créer des solutions les plus natives possibles Microsoft pour que vous ayez le maximum de transparence en migrant vos applications, quelles qu'elles soient. Comme vous pouvez le voir, il y a une variante assez importante de technologie pour aboutir sur Lambda Support for PowerShell Core, dont on parlera un peu plus tard, qui est une autre manière de consommer des ressources informatiques aujourd'hui. Quand on parle de marché d'infrastructure, de segment de marché d'infrastructure, on aime bien se référer à des études. Donc aujourd'hui, on a IDC qui a estimé sur la période de 2017 que AWS, que les workloads, donc les plateformes et les applications Microsoft tournant sur AWS correspondaient à 57,7% du total de ce qu'on voit aujourd'hui sur le marché, quand le reste va aller à 30,9% chez un de nos principaux concurrents et à 11,4% chez les autres. Donc ça représente vraiment une masse critique qu'on a atteint grâce à vous, grâce à la confiance que vous avez eue envers nous, aussi des plus petites entreprises aux très grandes entreprises françaises, allemandes, européennes ou globales, qui nous ont fait confiance pour déployer leurs applications sur le cloud. Ce qui est important dans ce slide, c'est vraiment de noter à quel point on a une stratégie où on pense à vous tout le temps.
On pense à vous en innovant, en faisant des services qui vous permettent, vous, de construire plus facilement. Et on pense à vous aussi en surveillant un peu la roadmap des éditeurs. À travers cette surveillance, en fait, comme certains d'entre vous le savent déjà, on a 2 dates qui arrivent bientôt. 2 dates ultra importantes pour vous, qui vont vous consommer beaucoup de temps. C'est le 9 juillet 2019. Microsoft a annoncé l'arrêt du support de SQL Server 2008 et 2008 R2, et 14 janvier 2020, où ils vont également arrêter le support, donc c'est une fin de vie, de Windows Server 2008 et 2008 R2. Connaissant vos workloads et en travaillant avec de nombreux clients, encore une fois, de tout type, on sait que ça a un impact assez important sur vos équipes, sur la manière dont vous allez pouvoir gérer cette surcharge que ce type de fin de vie impose. On constate qu'il y a, comme le slide le dit derrière moi, entre 50 et 60% des applications Microsoft sur site qui utilisent SQL Server 2008. Ce qui implique un arrêt des mises à jour, donc un risque de sécurité monstrueux pour vous, et un risque de conformité aussi, parce que derrière, vous allez avoir des problématiques de réglementation, où vous avez plus ou moins l'obligation, et même pas plus ou moins, vous avez l'obligation, en tout cas pour votre production, de vous aligner sur ce compte à rebours qui a été annoncé. Nous, ce qu'on dit, c'est ce qu'un de mes collègues a écrit en haut, ne vous limitez pas à votre stratégie cloud à cause de vos logiciels. Parce qu'il y aura toujours des upgrades majeurs, il y aura toujours des mises à niveau, pour parler français. Et ces mises à niveau vont toujours vous obliger à aller mettre à jour vos systèmes, arrêter votre production, faire évoluer vos applications, et sont relativement contraignantes pour vous. Donc on va voir ça tout à l'heure, mais on fournit un ensemble d'outils et de flexibilité qui vous permettent justement d'atteindre ces objectifs de migration de manière la plus transparente possible, pour justement continuer à servir vos clients, parce qu'on sait bien que les entreprises que vous représentez aujourd'hui ne sont pas des entreprises qui sont créées pour elles-mêmes. Donc vous servez des clients finaux, et ces clients finaux ont besoin de voir leur application continuer à fonctionner dans de meilleures conditions, quelles que soient les choses annoncées. Donc, quand on parle de fin de vie, qu'on parle d'infrastructure, comme on a parlé avant, où on nous a défini comme étant à 57,7%, faisant tourner des infrastructures à proprement parler IaaS dans le cloud Microsoft, ce qui est important de savoir, c'est qu'on ne fait pas que ça. C'est vraiment crucial de savoir que grâce à vous et ce que vous faites aujourd'hui sur la plateforme, c'est de 2 types. C'est principalement des workloads, donc des applications déployées sur des machines virtuelles, sur lesquels vous gardez un contrôle complet. C'est généralement la première étape qu'on voit, parce que les clients veulent maintenir leur contrôle et la manière dont ils savent opérer les systèmes. Ils ont encore cette compétence-là d'opérer ces systèmes-là. Ils savent encore gérer l'élasticité. Ils veulent continuer à gérer eux-mêmes la haute disponibilité pour des raisons réglementaires ou pas. Ils veulent gérer eux-mêmes la sauvegarde. Leurs applicatifs, ils savent les installer, ils les connaissent très bien. Ils leur donnent même des petits noms avec des petits noms de serveurs. Et la gestion de systèmes également. On ne fait pas que ça aujourd'hui, on fait aussi, comme tout le monde le sait, des services managés. Donc l'avantage des services managés, je ne vais pas refaire la leçon, mais grosso modo, sur ces 7 points, si je sais bien compter, qui sont énoncés là-bas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sur ces 8 points qui sont comptés là-bas, il y a 6 points sur lesquels nous, on va venir se substituer à vous pour gérer ces aspects-là, de la gestion des data centers, donc la gestion de la sécurité physique de nos installations, ce qui est un élément très important pour nous en termes de sécurité, à l'installation des hyperviseurs, que ce soit du Xen ou du Nitro, parce qu'on a sorti un hyperviseur propre à AWS il n'y a pas très longtemps, à la gestion du système, l'installation des applicatifs, la gestion des applicatifs, la sauvegarde, et je passe tout ce qui est derrière, parce que vous savez lire aussi bien que moi. L'idée ici, c'est de dire en gros que vous pouvez commencer à vous centrer avec des services managés sur la valeur de votre métier. Aujourd'hui, on sait que le marché, la concurrence, le consommateur vous demande d'être de plus en plus innovant, de continuer à créer des nouvelles choses. Il y a pas mal d'entreprises qui se créent et qui disruptent tous les secteurs d'activité confondus, et de plus en plus d'entreprises avec qui on parle, nous parlent aujourd'hui de comment est-ce que je peux plus me centrer sur ce qui fait de la valeur pour mon métier. Sur le même schéma qu'on a externalisé pendant longtemps des fonctions qui étaient au sein de l'entreprise à l'extérieur. Aujourd'hui, les entreprises veulent se soulager de cette lourdeur-là, transformer les compétences de leurs collaborateurs en autre chose pour qu'ils puissent les aider à optimiser les applications au lieu d'installer ces applications, et qu'ils puissent commencer à faire de l'optimisation de haut niveau pour couvrir un plus large spectre de clients. Ça, c'est un service, justement, en parlant de service managé. Aujourd'hui, chez AWS, on a un service managé pour la partie base de données. Donc, c'est important d'en parler. On vient de voir qu'il y a une fin de vie qui est annoncée pour SQL Server 2008 et 2008 R2. Chez Amazon, on a Amazon RDS. Alors, je vais essayer de faire une petite pause, parce que j'aime beaucoup parler et je ne voudrais pas vous endormir. Qui connaît Amazon RDS dans cette salle? Parfait, vous êtes géniaux.
Ne changez pas. Donc, grosso modo, pour ceux qui connaissent et ceux qui ne connaissent pas, Amazon RDS, c'est un service managé de gestion de bases de données relationnelles. Donc, ça fait abstraction de toute la maintenance, la lourdeur des 6 tâches que je vous ai récupérées tout à l'heure pour les mettre du côté d'AWS. Ces tâches-là, on va les gérer pour vous, de la cité à la disponibilité, à la sauvegarde, en passant par toute la flexibilité de l'installation applicative. Vous avez vraiment qu'à vous concentrer sur la partie base de données pure, donc vos data, pour commencer à servir vos applications et faire en sorte que vos systèmes soient plus performants. Microsoft a une fonctionnalité qui s'appelle Always On Availability Group, qu'on a rajouté en termes de support à RDS, qui vous permet aujourd'hui d'utiliser RDS et d'avoir donc Always On Availability Group de Microsoft disponible on top of RDS, donc sur RDS. Donc ce qui vous offre une performance forcément accrue, une meilleure fiabilité et une baisse des coûts, parce qu'on a pas mal de mécanismes d'optimisation dont on va pouvoir parler après, dont vous pouvez aller parler avec mes architectes et nos architectes au Ask an Architect bar, et on va pouvoir vraiment épiloguer dessus. Donc c'est vraiment quelque chose d'important. Ça a été annoncé l'année dernière à notre conférence annuelle qui s'appelle re:Invent, qui a lieu à Las Vegas. Sur la partie migration, je n'ai pas du tout mis de continuité dans les slides parce que j'aime bien ne pas vous endormir avec des choses trop lisses et trop linéaires. Sur la partie migration, ce qui est important aujourd'hui, on voit très bien que cette migration, cette fin de vie d'SQL Server 2008 va poser des enjeux assez forts. Donc en 2018, donc l'année dernière, pareil, on a annoncé, en phase avec les annonces de l'éditeur Microsoft, parce qu'on a énormément de workload à vous qui tournent sur le cloud et qu'on sait que ça va être une contrainte assez forte, on a annoncé ce qu'on appelle le SQL Server Upgrade Tool. Donc c'est un outil qui, en gros, va prendre votre base de données telle qu'elle est aujourd'hui, va la synchroniser, donc la mirrorer dans le cloud sur ce qu'on appelle une image de machine, donc une Amazon Machine Image, et va vous permettre de déployer en parallèle de votre serveur de production un serveur qui contient votre base, donc qui était anciennement SQL 2008, et qui va être upgradé pendant la phase de copie en SQL 2016. Donc c'est vraiment un outil automatisé qui vous permet de paralyser votre opération de migration et en toute sérénité de déployer cette nouvelle image, cette nouvelle machine et de la tester. Parce qu'en parallèle, vous allez avoir des réplications incrémentales ou incrémentielles, je ne sais pas toujours comment bien le dire en français, de votre base de données vers la base de données cloud et décider du jour où vous faites le switchover à travers des mécanismes DNS ou d'autres mécanismes que vous définirez vous-même. Il faudra forcément un downtime, ça dépendra de vous, ça dépendra comment vous le ferez, mais c'est quelque chose que vous pouvez faire de manière très facile pour vous accompagner justement sur cette transition 2008 à 2016. Donc pour continuer sur cette lancée, on a aussi regardé la partie système d'exploitation. Le système d'exploitation aujourd'hui, c'est la clé finalement. Ce service-là, donc le support de SQL Server sur Linux, il a été annoncé pour 2 raisons. Il a été annoncé pour une première raison. On a beaucoup de clients, beaucoup d'entre vous qui sont venus vers nous et qui nous ont dit on veut réduire nos coûts. On veut potentiellement continuer à faire du SQL parce qu'on ne sait faire que ça et qu'on ne veut faire que ça et qu'on aime ce produit parce que c'est un produit qui fonctionne très bien. Et en parallèle, il y a d'autres clients qui nous ont dit on veut standardiser. Aujourd'hui, on a pas mal d'applications, un bon nombre d'applications dans le cloud, mais on veut pouvoir tout mettre sur un seul et même système d'exploitation. Donc on a sorti le support d'SQL Server sur Linux, donc c'est SQL Server 2017, je spécifie bien, qui est disponible aujourd'hui sur un certain nombre d'instances, mais on a fait un comparatif sur 3 types d'instances différentes. Donc une instance type General Purpose, une instance Compute et une instance plus Memory Intensive. Et on constate donc de manière très claire et visible une baisse de 20% des coûts, ce qui est assez important. Ce pourcentage de baisse, il vient à la fois du fait qu'on a l'abstraction des licences, donc on fait abstraction des licences parce qu'on n'a plus de problématique de licence quand on est sur des produits comme Amazon Linux 2 par exemple, qui va vous permettre d'avoir un noyau Linux fourni par Amazon, maintenu et supporté par Amazon et totalement financé par Amazon. Donc c'est un système d'exploitation gratuit disponible sur la plateforme pour nos clients. Vous avez aussi le choix d'utiliser Ubuntu ou Red Hat Linux, comme le dit le slide derrière moi. Donc c'est vraiment important de savoir que l'idée, c'est pas de vous dire passer d'un système d'exploitation à un autre, c'est de vous donner le choix, comme vous nous l'avez demandé, et comme je l'ai dit un peu en début de séance, où l'ensemble de ce qu'on crée, à plus de 95%, c'est vraiment vous qui le guidez. Et ce n'est pas simplement le fait de le dire, parce que je travaille chez Amazon, c'est quelque chose que j'ai constaté. Après, il est temps, quand on parle de workload Microsoft, il y a un sujet qui est très important, c'est le stockage. Parce qu'aujourd'hui, on a pas mal d'applications Microsoft qui sont disponibles aujourd'hui, qui reposent sur un système de fichiers. On constate à travers cette étude d'IDC, toujours sur une période de 2017,
qu'il y a déjà 18% des fichiers qui tournent, qui sont stockés sur le cloud. En regardant un peu plus creux, en lisant un peu plus cet article-là, parce que je suis allé le lire quand même avant de vous en parler, c'est principalement des fichiers en mode objet. Donc ça va être sur des buckets S3, ça va être sur des choses comme ça. Et il y a aussi forcément des fichiers en mode bloc, où les clients vont créer des machines, vont rattacher du stockage et vont pouvoir travailler avec. De plus en plus d'entre vous nous ont demandé mais qu'est-ce qu'on peut faire pour nos applications, nos serveurs de fichiers, nos applications qui ont besoin de pouvoir continuer à gérer des ACL, gérer du NTFS, gérer potentiellement du SMB avec du multiple accès sur le système de fichiers. Donc on a sorti un FSX, donc un système qui s'appelle Amazon FSX, donc c'est File Server pour Windows File Server. Donc, le mot-clé, encore une fois, là, ce que je tiens à dire, c'est vraiment le côté natif. Donc, c'est vraiment un système de fichiers qui est totalement natif, donc totalement compatible avec vos applications existantes. Vous pouvez monter dessus du DFS, vous pouvez aller faire, comme j'ai dit, des gestions de permissions. Il est intégré et intégrable à Active Directory. Vous n'avez aucun matériel à opérer. Donc là, on remonte sur la couche dont j'ai parlé, qui est la partie managée pure. On a plusieurs dizaines de gigas en termes de débit d'accès sur ces volumes-là, avec un temps d'accès inférieur à 1 milliseconde. Donc c'est vraiment des données qui ont été mesurées, collectées et qui sont visibles, que vous pouvez aller tester immédiatement. Et surtout, on est conforme donc, à PCI DSS, à ISO et IPA. Donc, ces conformités, on a effectivement un grand panel de certifications et de conformités, mais celle-là, elle s'applique principalement sur la partie stockage. Donc, si vous avez plus d'informations, si vous avez besoin de plus d'infos dessus, tout est disponible sur notre site et on pourra également en parler après. Donc, je parle beaucoup, mais combien de personnes utilisent Active Directory? Je suppose que quasiment tout le monde. Est-ce que vous en êtes satisfait? Non, je suis sûr que vous en êtes forcément très satisfait, et moi, j'en suis satisfait. La plupart de nos clients sont satisfaits. La preuve de cette étude-là, qui est faite par Microsoft et par Forrester, c'est qu'il y a 95% quand même des applications, donc des annuaires d'entreprise, qui sont basées sur Active Directory. Donc ça, c'est du Fortune 1000. Et encore une fois, c'est des choses que vous pourrez aller regarder, vérifier, et c'est des slides que vous pourrez récupérer si vous remplissez notre petite survey de la fin du summit. Tout ça pour dire qu'on a aussi pris ça en compte, et on a imaginé comment est-ce qu'on pouvait vous servir un système de gestion de directory managé, natif, basé sur des serveurs Windows, donc Full Active Directory Aware. Donc là, on va avoir Active Directory Service for Microsoft Active Directory, qui lui va vous offrir une compatibilité totale. Ce qui est important là, et là je vais faire une lecture de slide, même si j'aime pas faire ça, c'est vraiment le seul cloud avec un AD natif. C'est un point important à conserver à l'esprit. On peut le mettre à disposition et le déployer en moins de 2 minutes. On supporte l'authentification SSO. Donc aujourd'hui, on a même un service qui s'appelle AWS SSO qui est disponible également dans la zone européenne. Donc vous pouvez l'utiliser si tel est votre souhait. On est le seul cloud qui préserve les identités. Donc que vous ayez besoin de faire de la fédération d'identités avec du Office 365, du SAP ou du Salesforce, vous pourrez très bien continuer à le faire. On a de nombreuses fonctionnalités, notamment quand on dit nombreuses fonctionnalités, on parle de fonctionnalités pour toutes les applications qui sont Active Directory Aware. Donc ça passe sur un bon nombre de fonctionnalités que je n'ai pas essayé de retenir pour faire une liste à l'après-vert, parce que l'objectif de cette présentation, c'est encore une fois pas de vous endormir forcément. Donc ça, c'est très important de savoir ça, parce que l'identité aujourd'hui, c'est un des éléments clés pour lesquels les entreprises font confiance à des identity providers, et c'est des choses sur lesquelles les entreprises ne peuvent pas forcément, avec beaucoup de flexibilité, s'amuser. On ne va pas aller changer la manière dont les utilisateurs s'authentifient sur les applications du jour au lendemain, parce qu'on a décidé de migrer d'une plateforme à une autre. Donc ça, c'est des choses qu'on a pris en compte, et on a entendu vos feedbacks et vos remarques. Donc ce service a été mis à disposition pour ça. Encore une fois, je vais vous solliciter, vous allez dire peut-être il nous embête un peu celui-là. Combien parmi vous font du conteneur aujourd'hui? Et combien parmi vous espèrent faire du conteneur sur Windows? Je vois qu'il n'y a pas beaucoup, mais j'espère qu'il y aura plus de monde. Donc, grosso modo, c'est encore une étude. On aime bien nous appuyer sur les études. Donc ça, c'est la Cloud Native Foundation qui a sorti cette étude, qui dit en gros que 63% des conteneurs aujourd'hui, dans le cloud, dans l'univers cloud, tournent sur AWS, et 51% des environnements Kubernetes tournent également sur AWS. Donc c'est un chiffre qui est très important. On a 2 services aujourd'hui qui tournent autour des conteneurs. Donc on a Elastic Container Services,
qui va gérer tout ce qui est conteneurs Docker principalement. Et on a Amazon Elastic Container Services for Kubernetes, qui a été annoncé il y a quelques années maintenant, je n'ai pas la date exacte, mais qui va vous permettre de déployer vos workloads Kubernetes dans le cloud. Aujourd'hui, on supportait uniquement Linux. Demain, et dès aujourd'hui, en fait, même pas demain, on a écouté encore une fois les demandes de nos différents clients que vous êtes, et on avait une demande qui revenait souvent, c'était d'étendre le support donc à Windows pour qu'on puisse faire tourner des conteneurs Kubernetes sur EKS Windows. Donc ça, c'est disponible. Donc j'ai trouvé l'information avant-hier. C'est disponible en preview depuis le 27 mars 2019, donc depuis cette année. Donc vous pouvez d'ores et déjà aller commencer à déployer vos workloads Kubernetes Windows en sachant qu'on supporte déjà Linux, Docker et Kubernetes. Et donc on a rajouté ce fameux support Windows. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Je dirais que c'est un oui. Donc, il y a plusieurs évolutions qu'on a vues aujourd'hui dans le monde de l'hébergement et des infrastructures. On a toujours eu des serveurs physiques, des data centers physiques. Je pense qu'il y en aura toujours. Il y en aura de moins en moins, certainement, mais il y en aura toujours. Ensuite, on est passé à une échelle différente où on a commencé à virtualiser énormément dans les data centers. Donc, vous avez commencé à virtualiser dans vos data centers. L'avènement du cloud, ensuite, avec toute la naissance des cloud providers qu'on est, avec des machines virtuelles dans le cloud. Mais la question qu'on s'est posée là et que nos clients nous ont posée, c'est comment est-ce que je peux faire autrement? Parce que là, vous me dites en fait de faire exactement ce que je faisais chez moi, chez vous, ça fonctionne peut-être mieux, je n'ai plus la lourdeur d'administration, mais est-ce que je peux faire les choses d'une manière différente? Donc là, on a sorti AWS Lambda en 2015, je crois. Et ce service-là, c'est un service managé qui vous permet d'exécuter votre code, finalement, et de n'être facturé uniquement qu'au temps de calcul. Donc c'est vraiment un outil qui permet de changer complètement de paradigme et de se dire, je ne vais plus forcément avoir besoin d'opérer les serveurs, je ne vais plus forcément avoir besoin de manager quoi que ce soit, et même si je veux faire du service managé, je veux encore réduire ma facture, et surtout, je ne veux pas payer mon serveur ou mon service quand je ne l'utilise pas. Donc avec Lambda, on va pouvoir payer au temps uniquement de calcul qu'on a, et ensuite, en seconde position, on ne va pas payer quand le code n'est pas exécuté. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, qu'est-ce qu'on entend par serverless? C'est le mot que je n'ai pas employé. Donc, Lambda, c'est ce qu'on appelle chez nous du serverless. Le serverless, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de serveur. Ça veut dire que les serveurs, vous n'avez plus du tout à vous en soucier. Donc, c'est, j'ai envie de dire, le niveau au-dessus du service managé. Vous avez des fonctions et des primitives simples. Donc, vous apportez votre programme. Vous n'avez aucune facturation au repos. Donc, ça, c'est une redite de ce que j'ai dit avant. Vous pouvez passer à l'échelle très rapidement en fonction de l'utilisation. Donc, il faut savoir que Lambda, ce que Lambda il va faire, Lambda, si vous avez un utilisateur ou 10 millions d'utilisateurs, Lambda va scaler automatiquement pour absorber cette charge et assurer que vos clients en face, que votre application en face répond toujours de la même manière que vous ayez un client ou 10 000 clients, avec un coût qui forcément varie. Mais si vous avez plus de clients, vous avez des raisons d'avoir plus de clients. Et donc, du coup, quand vous avez moins de clients, vous avez des raisons aussi d'en avoir moins. Et on vous facture vraiment à l'usage et uniquement à l'usage. On a forcément de la disponibilité et de la teneur de panne incluse parce que c'est un service qui est hautement disponible et qui est distribué sur nos zones de disponibilité dont on pourra parler plus tard. Donc, c'est la manière dont on construit nos data centers chez AWS. J'ai parlé au tout début d'un voyage en parlant de la migration vers le cloud. Et quand je vois ce slide-là, je pense vraiment à un voyage parce que le modèle du cloud, c'est un modèle qu'on adopte au début en faisant des comparaisons avec ce qu'on a on-premise. On va essayer de migrer tout ce qu'on a avec la compétence qu'on a, avec les connaissances qu'on a et surtout avec la peur du changement. Donc on va vouloir avoir la même chose. Donc on va être dans une approche lift and shift. On va transporter les workloads et les applicatifs qu'on a pour les déplacer vers le cloud. Et petit à petit, on va commencer à se dire, bon, ça fonctionne, finalement, ça fonctionne même mieux que ce que j'imaginais, et c'est le cas, c'est ce que nos clients nous remontent. Donc, on va commencer à optimiser les instances, parce qu'on va vouloir faire des optimisations de coûts, donc on a tourné un peu, on sait à peu près ce qu'on consomme, donc on baisse un petit peu, on ajuste, on met de l'élasticité avec des auto-scaling groups pour pouvoir scaler automatiquement par rapport à la charge. On va aller commencer maintenant, vu qu'on sait que c'est stable, à plus mesurer, superviser et améliorer, parce que plus on mesure, plus on surveille, plus on peut réoptimiser les instances et améliorer l'élasticité. Et là, on va aboutir sur ce qu'on appelle du IaaS optimisé. Donc ça, c'est la colonne du milieu, avec une baisse de coût qui est progressive et surtout une optimisation donc, du business case de vos applications.
Après, on va commencer à regarder la partie stockage. On va se poser la question de comment est-ce qu'on peut optimiser le stockage. Donc, des services comme FSX vous permettent par exemple d'optimiser de manière drastique le stockage de vos applications Microsoft dans le cloud, au lieu d'avoir à, comme avant, faire potentiellement des disques et faire des clusters vous-même. Vous avez la possibilité ensuite que vos équipes qui peuvent se concentrer, comme je le disais un peu plus tôt dans la présentation, sur le centre, sur le cœur de votre métier, commencent à optimiser les applications parce qu'elles ne font plus de tâches d'optimisation d'instance, elles n'améliorent plus l'élasticité, elles ont acquis des nouvelles compétences de DevOps, de DevSecOps, de FinOps, de tous les termes qu'on utilise aujourd'hui, mais grosso modo vont commencer à réussir à optimiser vos applications. Ensuite, elles vont commencer à se dire, oui, mais on a optimisé, ça marche bien, mais est-ce qu'il n'y a pas un service qui le fait? Donc, elles vont aller regarder dans la couche de services qu'on a, dans la gamme de services qu'on a, dans l'offre qu'on a, des services qui peuvent plus automatiser, des choses qu'ils peuvent automatiser eux-mêmes, qu'ils ont mises en place, ou récupérer carrément des services full automatisés qui vont permettre de générer certaines actions, pour aboutir sur ce que moi j'appelle du cloud natif, et c'est même pas moi qui l'appelle, mais je préfère le mot cloud natif que le mot application optimisée pour le cloud, mais ça veut dire la même chose. Donc là, on va aboutir vraiment sur des applications qui sont affranchies de tout management, de toute lourdeur administrative qui n'a pas de valeur ajoutée pour vous, et qui vont opérer et fonctionner au juste coût, uniquement quand vous en avez besoin, et uniquement quand vos clients en ont besoin et l'utilisent. Et ça, c'est très important. Donc, j'ai décidé de prendre un exemple de migration parce qu'on parle beaucoup, mais c'est pas mal de voir un peu les choses. Ce chemin qu'on a vu en descente avec une optimisation progressive, il existe aujourd'hui trois finalement méthodologies de migration. Il y a trois termes qui sont utilisés régulièrement. Le premier terme, c'est ce qu'on appelle le rehosting, donc le changement d'hôte. Donc là, encore une fois, on a besoin de maintenir cette familiarité, ce contrôle complet qu'on a sur notre environnement, cette fiabilité à laquelle on est habitué parce qu'on sait que telle application, telle version de Windows fonctionne mieux que telle autre et on veut celle-là. Et on veut quand même aller vers le cloud parce qu'on veut économiser un peu, on veut faire baisser sa facture et on veut surtout avoir plus de performance et plus d'élasticité. Donc là, on va changer d'hôte, on va choisir un type d'instance sur Amazon Web Services et on va prendre un Amazon EC2 qui correspond à notre besoin. Les bénéfices qu'on va tirer immédiatement, c'est l'expérience familiale de l'administration parce qu'il n'y a rien qui change à part une interface d'accès potentiellement à une console, mais cette console, on peut en faire abstraction très rapidement, mais on va faire du RDP sur le serveur, donc on a exactement le même look and feel. On va avoir un contrôle complet sur cet environnement parce qu'on a le devoir, qui dit contrôle dit obligation, donc on a le devoir de continuer à le patcher, gérer les antivirus, gérer tout ce qu'il y a autour, et on peut bénéficier vraiment de toutes les fonctionnalités d'SQL Server, mais qu'on continue à gérer, tout ce qui est Always On, tout ce qui est potentiellement mirroring, si jamais vous en faites. La deuxième stratégie, c'est le changement de plateforme. Donc là, on commence à s'orienter plus métier, on commence à manquer un peu de DBA, c'est quelque chose qui manque de plus en plus cruellement sur le marché en termes de compétences, mais quoi qu'il en soit, et ça c'est mon constat, quoi qu'il en soit, ce manque d'expertise, il pousse potentiellement certaines entreprises à changer de plateforme. Et donc là, on va passer par exemple sur du RDS, dont j'ai parlé un peu avant. Donc là, on va avoir quoi comme bénéfice immédiat? Je l'ai dit tout à l'heure, mais la répétition est pédagogique. On va avoir une architecture qui est optimisée. On va avoir des mises à jour et des sauvegardes automatiques, parce que tout ça, c'est administré, géré et opéré par Amazon Web Services. Et surtout, on va avoir de la haute disponibilité. Donc c'est une disponibilité qui est prouvée, parce que d'autres clients, et parmi vous, certains d'entre vous ont déjà expérimenté de faire tourner des workloads SQL sur RDS. En parenthèse, je ne l'avais pas dit, mais RDS ne supporte pas que SQL Server, il supporte PostgreSQL, MariaDB, MySQL Server, et donc il supporte également SQL Server. Ensuite, quand on va arriver à la fin de mon espèce d'escalier à l'envers, on va arriver vraiment sur une modernisation et une optimisation financière. Donc là, on va commencer à regarder des services qui sont natifs cloud. Donc là, on va parler très brièvement d'Aurora, mais Aurora, c'est une base SQL qui va être fully managed, donc qui va être aussi, voire plus performante que les bases SQL du marché pour 1/10 du prix. Et ça, c'est très important. Donc, on a des clients qui l'ont éprouvé. C'est une des bases qui est le plus massivement utilisée aujourd'hui par un très grand nombre de nos clients, y compris Amazon. On va avoir DynamoDB, qui va être une base de données non relationnelle, qui est également fully managed. Donc, vous avez à vous soucier d'absolument rien, uniquement de vos data et toujours de vos data. Et Neptune, qui a été annoncé il n'y a pas longtemps, qui est une base graph, et pour ceux que ça intéresse, pour les use cases qui s'y appliquent, qui peut faire du graph sur cette base de données, encore une fois, de manière managée. Donc là, on parle vraiment, on a pris vraiment ces trois choix-là pour vous dire que vous fassiez du SQL, du NoSQL, du graph, on a la solution pour répondre à ce besoin-là en mode managé
et éprouvé. Donc c'est une intégration totale avec l'ensemble de nos services cloud. Donc là, vous allez pouvoir aller streamer de la donnée, aller faire de l'IoT, du machine learning et autre chose. Vous n'avez pas de licence et une réduction importante de TCO. J'ai mis importante pour ne pas mettre de chiffres à la Prévert, mais l'idée ici, c'est vraiment de vous dire que les économies, elles sont massives. Je l'ai un peu évoqué quand j'ai parlé d'Aurora. On parle d'une base qui est plus performante que les bases SQL du marché pour 1/10 du prix. Donc là, la réduction importante, elle est directement visible. Et puis après, on a des outils et services de migration, évidemment, pour vous aider à transporter vos bases actuelles vers du Aurora, vers du DynamoDB, vers du Neptune, si c'est votre choix. Après, forcément, je parle de base de données serveur, base de données serveur. Là, j'ai pris un exemple d'outils de migration serveur. Aujourd'hui, on a des outils qui vous permettent de migrer vos serveurs un par un avec de l'import-export, que ce soit sur VMware ou sur Hyper-V. Mais on a aussi sorti un service qui s'appelle Server Migration Services, qui s'applique également à VMware et à Hyper-V, et qui vous permet de migrer vos serveurs sur le même schéma que la migration et l'upgrade de vos bases de données SQL tout à l'heure, mais de migrer vos serveurs Windows de manière incrémentielle à ramener l'intégralité donc du disque de vos serveurs et ensuite à continuer à les updater pour que vous puissiez faire une transition quand vous le souhaitez. Ce qui vous permet aujourd'hui de migrer des stacks applicatives complètes parce que vous savez que la version qui est dans le cloud est déjà synchronisée. Elle est prête à être déployée sur un EC2 et donc vous avez moins de crainte déjà à aller valider le fonctionnement, à aller allumer ces machines, à faire une bascule à blanc, à valider que votre application fonctionne bien et potentiellement à rester sur cette architecture-là quand vous avez décidé de votre date de Go Live. Après, quand on parle de Microsoft, et je vous promets qu'on n'est pas loin de la fin, parce que vous êtes déjà courageux de venir à une séance en fin de journée, parce que je sais que la journée a été longue, on parle aussi de la partie licence. Combien d'entre vous ont du mal avec la gestion de leur licence ? Je pense que même ceux qui n'ont pas levé la main ne doivent pas être les admins, mais doivent être peut-être les utilisateurs de ces licences-là, mais c'est un casse-tête. C'est un casse-tête, et c'est un casse-tête qui a été remonté par beaucoup de nos clients, donc un grand nombre de nos clients. Aujourd'hui, on a deux modes de gestion des licences sur AWS. On a ce qu'on appelle le mode licence incluse. Donc là, en gros, vous avez votre instance, vous la démarrez. Une fois qu'elle est démarrée, vous payez l'instance et la licence à l'usage. Donc vous avez un prix pour l'ensemble, et vous avez une facturation qui va avec à l'usage. Vous avez aussi la possibilité de ramener vos propres licences. Donc vous avez deux types de déplacement de licences. Forcément, si vous avez la software assurance de Microsoft avec la partie mobilité, vous avez potentiellement le choix de déplacer vos licences sur des produits éligibles. Donc là, il faut consulter votre engagement de licence ou potentiellement vos account managers chez Amazon pour qu'ils regardent ça avec vous. Et vous avez la possibilité d'être sur des environnements dédiés quand vous n'êtes pas dans un cas de figure où vous avez la possibilité d'avoir de la mobilité de licence. Donc on va vraiment supporter les deux axes qu'on appelle le BIOL, j'ai du mal à le dire à chaque fois, Bring Your Own License, ou le licence incluse. Ça, c'est un élément qui est très important et c'est un élément qu'il faut garder à l'esprit. Vous n'avez pas de crainte à avoir quand vous venez chez nous avec vos aspects licence parce qu'on va vous accompagner dans une meilleure compréhension et dans une analyse un peu différente de cet état de fait-là. L'allocation des licences, aujourd'hui, elle se fait sur 3 modes chez nous. On a ce qu'on appelle le modèle partagé, donc c'est juste une manière de le dire, c'est des instances par défaut. Quand vous démarrez une instance dans le cloud aujourd'hui, vous êtes avec d'autres clients sur un même serveur. Donc vous avez le client A, client B, client C, client D, client E, tout ça séparé avec des mécanismes de sécurité très importants, parce que la sécurité, c'est vraiment un élément crucial pour nous chez AWS. Là, vous allez pouvoir utiliser un mode de licence qu'on appelle le mode licence incluse. Donc, consommez votre ressource, arrêtez votre machine et ne payez que le temps que vous avez utilisé. Vous pouvez bénéficier, si vous avez la mobilité de licence dans votre software assurance, vous pouvez potentiellement utiliser vos licences. Vous pouvez utiliser vos licences, même pas potentiellement. Ensuite, vous avez le deuxième mode, le mode dédié. Donc, les instances dédiées, c'est quoi? Les instances dédiées, c'est vous ne réservez pas une machine chez nous, mais en gros, vous avez fait un choix d'option qui fait que si vous démarrez une machine virtuelle dans le cloud AWS, donc une instance EC2, la machine sur laquelle votre instance virtuelle a démarré vous est entièrement réservée. Il n'y aura aucun autre client sur cette machine. Ce qui vous donne la possibilité, dans le respect des licences Microsoft et des accords avec Microsoft, d'utiliser du MSDN, d'utiliser des OS clients, donc à savoir Windows 10, Windows 7, parce qu'il y en a il y a certains clients qui veulent faire du VDI ou qui ont besoin, pour des cas d'usage, d'avoir la possibilité d'utiliser leurs OS clients.
Et la troisième option, c'est l'option hôte dédié. Donc là, on va commencer à aller pouvoir faire du Windows Server. On n'a plus la contrainte justement de la mobilité de licence. On va pouvoir virtualiser, donc tirer un maximum de profit des capacités de virtualisation de la machine. Et encore une fois, on va pouvoir continuer à utiliser ces produits MSDN et ces OS clients sur cette version-là et sur cette variante-là d'instance. L'optimisation de licence, on comprend que c'est un casse-tête. Quand un client décide de migrer dans le cloud, il se dit, j'ai déjà mes engagements avec Microsoft, j'ai déjà des licences que je paye, je suis engagé sur 3 ans, 5 ans, j'ai mon renouvellement qui arrive, mais je veux quand même démarrer, je veux faire du POC, je veux commencer à travailler sur des nouvelles applications. Donc on propose dans ces cas de figure-là, et encore une fois, je n'enferme pas de cas de figure spécifiques dans ce bloc-là, c'est vraiment différents cas, c'est juste un exemple. On propose dans ce cas de figure-là, par exemple, d'utiliser l'option licence incluse. Comme ça, vous n'avez pas à acquérir forcément de nouvelles licences, parce que vous n'en avez peut-être pas, ou parce que ça ne contient pas la partie software assurance. Mais quoi qu'il en soit, si votre cas d'usage est celui-là, vous pouvez utiliser le mode licence incluse. Ensuite, vous avez le mode hybride, où vous avez vos licences, vous dites, maintenant, moi j'ai un engagement, je veux continuer à utiliser mes licences, et surtout, je veux arrêter ce que j'ai déjà chez moi, et je veux les migrer chez vous. Donc ça veut dire que ce ne sont pas des nouvelles applications, mais ce sont des applications existantes. Donc là, on va vous dire, OK, très bien, on va vous permettre de déplacer vos licences donc à travers le mode BIOL, toujours dans le respect du cadre contractuel que vous avez avec votre éditeur. Et ensuite, de pouvoir venir sur ce que je parlais beaucoup d'élasticité. L'élasticité, elle s'obtient par quoi? Elle s'obtient par de la scalabilité horizontale. Donc on rajoute des machines. Mais qui dit rajouter des machines, dit mettre des licences sur ces machines. Donc le mode hybride vous permet potentiellement de venir rajouter, en plus de votre BOIL que vous avez BIOL, encore une fois, je vous ai dit que j'avais du mal à le dire, en plus de vos licences que vous avez déjà, vous avez la possibilité de venir rajouter on top des licences incluses pour justement gérer cette partie élastique qui va gonfler ou diminuer selon la pression que vos applications ou que vos clients mettent sur vos systèmes. Et ensuite, le dernier mode, c'est le mode full BIOL, où là, vous êtes avec vos licences, vous n'avez pas forcément besoin d'être en mode hybride. Encore une fois, un cas ne vous enferme pas au sein de son rectangle. Vous pouvez vraiment mixer tout ça, et c'est pour ça qu'on a mis le mode hybride au milieu. Donc, c'est des mécanismes d'optimisation dans lesquels nos équipes peuvent vous accompagner largement. Je voulais finir cette présentation par un outil qu'on a qui s'appelle License Manager. La question que j'avais posée tout à l'heure s'applique principalement à cet outil-là, parce que là, on ne se limite pas à Microsoft. On parle de Microsoft, on parle d'Oracle, on parle d'SAP, on parle d'IBM, on parle de tout type d'applications. C'est vraiment un outil agnostique qui vous permet de gérer vos licences, de vous générer des mécanismes d'alerte, de vous générer des mécanismes soit de monitoring passif ou même de monitoring actif qui vous permet de rester conforme avec ce que vos éditeurs vous ont engagé à faire à travers vos différents accords. Donc là, c'est une fenêtre de configuration type, où vous allez pouvoir définir le type de licence que vous voulez importer, sur quoi la licence est basée, est-ce qu'elle est basée sur du vCPU, sur du cœur, sur du socket. Derrière, vous allez pouvoir définir le nombre de licences dont vous avez le droit à l'utilisation. Vous allez avoir un dashboard qui va vous permettre d'avoir une synthèse de vos licences. Un élément qui est hyper important là-dessus, AWS License Manager n'est pas uniquement pour le cloud. Vous pouvez l'utiliser sur le cloud et on-prem. Donc l'outil, vous le déployez, vous l'ouvrez, vous le configurez, vous ne le déployez pas, mais vous pouvez le configurer aussi bien pour vos serveurs qui sont sur le cloud que pour vos serveurs qui sont on-prem, sans aucun problème. Vous avez juste des informations à renseigner, des accès à mettre potentiellement. Si vous voulez générer des actions sur vos serveurs qui sont on-prem, c'est des choses qu'il faut réfléchir. Mais pour tous les serveurs qui sont déjà hébergés sur le cloud, vous avez la possibilité de mettre en place des règles qui font qu'une machine, par exemple, ne va pas démarrer si elle a essayé de mettre un SQL Server entreprise, alors que dans l'accord que vous avez que 6 licences et qu'il y a quelqu'un qui a voulu démarrer 2 serveurs, même pour faire une pré-prod ou une nouvelle application. Donc ça va vraiment vous servir de garde-fou. C'est un outil qui est destiné, j'avais dit qu'il y avait 2 types de populations dans la gestion de licences, les admins et les utilisateurs. Donc c'est un outil qui est destiné aux admins finalement, c'est eux qui s'arrachent un peu les cheveux à gérer ces aspects licences-là, et encore une fois, ça ne vous enferme pas dans un produit ou dans une technologie en particulier. Donc ça, c'est une vue d'un inventaire justement de AWS License Manager avec la ressource ID. Donc là, il y a un exemple que sur le cloud. Non, je crois qu'il y a peut-être autre chose, mais bon, bref. Il y a la ressource ID, le type d'instance, le nom de la plateforme et la version de la plateforme. Et vous allez vraiment pouvoir aller chercher dans cet inventaire-là. Ça va vous générer un inventaire structuré de toutes vos licences sur l'ensemble de votre parc si vous faites le choix d'utiliser cet outil-là pour être plus serein quand les audits arrivent. Et on sait que dans le monde des entreprises ou tout type de boîte, encore une fois, de la plus petite à la plus grande, quand les auditeurs arrivent,
de nos chers éditeurs, on peut avoir des problématiques à se justifier. Et là, on est sur quelque chose d'assez transparent. Donc je voulais finir par cette petite note. J'avais fait le défi avec un collègue de lire chacune de ces lignes, parce que c'est des partenaires qui sont très importants pour nous. Mais ce qui est important, ce n'est pas que ces partenaires-là qu'on a. On a également un très grand nombre de partenaires que vous voyez aujourd'hui, qui vous accueillent et que je vous invite à aller voir et revoir. Mais là, on a des partenaires qui vous passent un message, sur comment ils savent vous accompagner et comment ils peuvent vous accompagner dans vos migrations Microsoft sur AWS. Et pourquoi c'est une évidence? C'est grâce notamment à ces partenaires-là, parce qu'en plus de nos solution architectes qui vont vous accompagner, qui vont vous expliquer et vous aider à construire votre plan de migration, on a également un ensemble de partenaires qui peuvent être là à vos côtés, qui sont potentiellement déjà à vos côtés et qui peuvent vous accompagner dans ces différentes migrations-là. Donc je vous invite vraiment à aller les rencontrer. Ils se feront un plaisir de vous parler. Donc tout ça pour dire que je vous remercie beaucoup de tout le temps que vous m'avez accordé. J'ai imaginé plein de choses pour le mot de la fin, mais il n'y a plus qu'à migrer vos applications Microsoft sur AWS. Et la dernière chose, on a des programmes pour vous aider à le faire. Donc, il ne faut pas hésiter à vous rapprocher de vos équipes de compte. C'est des programmes sans engagement qui vous permettent de créer potentiellement des pilotes ou même des migrations à plus large échelle pour absorber justement cette bulle de migration, parce qu'on est conscient que migrer veut dire continuer à payer ce que vous avez on-prem et payer ce que vous avez sur le cloud. Donc, on a un ensemble de dispositifs à votre disposition. Il suffit juste de vous rapprocher de vos différentes équipes de compte. Donc, merci beaucoup.